Bienvenue sur Evolve Fitness Podcast. Aujourd'hui, nous allons faire un petit Q&A parce que dernièrement sur Instagram, j'ai mis pas mal de petites boîtes à questions, savoir un peu ce qui vous intéresse et j'ai eu beaucoup de questions qui sont venues sur à peu près les mêmes sujets. Et je me suis dit que du coup, ça serait pas mal de faire un petit podcast parce que ça me permet d'y répondre beaucoup plus en détail que sur Instagram et je préfère ce format-là du coup que les stories où le temps est relativement limité. Là, je peux au moins m'exprimer comme je veux, autant de temps que je veux, et je suis pas limitée comme ça par des stories de 15 secondes et devoir en refaire après 1 minute. Bref, ça c'est les problèmes d'Instagram que là du coup je n'ai pas sur le podcast, donc ça me permet de pouvoir y répondre vraiment plus en détail et je pense que ça peut être un peu plus intéressant que sur Instagram du coup. Donc les 3 sujets qui sont revenus vraiment fréquemment, c'est le premier, mon parcours, mes études, pourquoi je suis en Roumanie, mes études veto, comment ça s'est passé, pourquoi pas en France, etc. Donc je pensais pas que ça serait un sujet qui vous intéresserait, parce que du coup c'est mes études veto, donc ça concerne pas forcément énormément de personnes. Euh, et j'en parle pas moi-même sur Instagram parce que je me suis dit que ça intéresserait personne à part potentiellement des personnes qui veulent faire veto et qui du coup sont intéressées par d'autres opportunités que la France pour faire les études. Mais ouais, du coup, beaucoup d'entre vous m'ont posé des questions par rapport à mon parcours, veulent en savoir un peu plus, donc je vais détailler tout ça. Le deuxième sujet, ça va être pourquoi je ne suis plus Nati. Donc, qu'est-ce qui m'a motivée à sauter le pas, mes raisons, on va dire. Euh, Comment je suis passée de Nati à plus Nati, donc je vais élaborer un petit peu là-dessus. Et ensuite, le dernier point, ça va être quand est-ce que je vais refaire des compétitions. Donc, du coup, commençons par le premier point. Donc, mon parcours, mes études. Du coup, je vais revenir un petit peu aux sources. Du coup, j'étais au lycée au Havre. Donc, j'ai eu mon bac à 17 ans. Et parce que j'ai une année d'avance, j'ai sauté une classe en maternelle. Donc, voilà, rien de fou, hein. Mais du coup, j'ai une année d'avance. Donc, je n'ai pas eu mon bac à 18 ans. J'ai eu mon bac à 17 ans. Et j'ai toujours voulu faire veto depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai 4 ans, 5 ans, j'ai toujours voulu faire veto. J'ai fait de la voltige avec les chevaux quand j'étais toute petite. Quand j'avais 3 ans, je passais sous le cheval debout, donc c'est pour dire. J'ai toujours adoré les animaux depuis toute petite. J'ai commencé par beaucoup d'équitation. J'ai toujours eu des chats chez moi, ensuite des chiens, etc. Donc j'ai toujours adoré les animaux et j'ai toujours voulu faire veto en fait, depuis toute petite. Et ça m'est resté, j'ai pas changé, j'ai toujours voulu faire veto, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément. Et du coup, voilà, allier aussi la médecine, pas forcément juste aimer les animaux, mais c'est aussi chercher à les sauver, parce qu'en fait, quand j'étais petite, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des animaux que j'essayais de sauver en fait, et parfois ça marchait, j'étais super contente. Parfois ça ne marchait pas. Et je me disais, bah mince, si j'avais toutes les connaissances d'un veto, je pourrais potentiellement plus les sauver en fait. Et avoir, on va dire, un moins de taux d'échec. Donc je me suis dit, voilà, là si je veux vraiment pouvoir aider les animaux, pouvoir faire quelque chose et avoir un impact sur leur vie, pouvoir vraiment les sauver, faire au mieux, eh bien j'ai besoin d'apprendre tout ça. Et veto, c'est le moyen pour faire ça. Donc du coup j'ai toujours voulu faire veto. Donc évidemment, après le bac, j'ai fait des demandes pour être en prépa, parce que pour faire veto en France, il faut faire 2 ans de prépa, 2 ou 3 ans de prépa si on cube, pour passer ensuite un concours, le concours veto, et ensuite aller dans une école vétérinaire. Sachant que la prépa, c'est la voie principale pour aller dans une école veto, mais qu'il y a plein d'autres voies. On peut aussi y accéder par la fac et par d'autres voies annexes, mais du coup, il y a quand même moins de places réservées dans les écoles pour ces autres voies. En gros, quand on fait prépa, il y a à peu près 400 places nationales pour ensuite aller dans une école vétérinaire. Alors que je crois que quand on est en fac, il y a peut-être 100 places maximum pour ensuite rentrer dans une école. Donc il y a beaucoup moins de places disponibles pour les autres voies annexes. Donc en gros, quasiment tout le monde fait la prépa pour avoir accès aux écoles vétérinaires. Du coup, la prépa, c'est 2 ans, ou 3, si on redouble la dernière année.
de prépa, donc c'est dans un lycée, mais c'est beaucoup plus poussé hein, que le niveau lycée, clairement. Il y a une énorme différence entre les deux. Et moi, du coup, j'ai fait ma prépa à Lille, donc c'était pas trop loin de chez moi, c'était à peu près 3 heures en voiture. Après, j'entrais pas beaucoup non plus, mais c'était la prépa que j'avais demandé, c'était mon troisième choix, je crois. J'avais d'abord demandé Rouen et une autre, je sais plus, Nantes, je crois. Et du coup, j'étais prise à Lille, parce qu'ils prennent selon les notes du bac, etc. Pourtant, j'ai eu quasiment 17 de moyenne au bac, mais en prépa, il y a aussi des gens qui sont extrêmement doués, qui ont des bien meilleures notes et qui vont être pris évidemment avant. Donc, du coup, j'ai fini à Lille et j'ai fait 2 ans de prépa. Je n'ai pas fait 3 ans parce que j'avais aucune envie de redoubler, c'était horrible. Pour moi, c'était vraiment une très mauvaise expérience à prépa, c'était extrêmement dur. J'avais aucune vie sociale, c'était enfin je faisais que bosser tout le temps et c'était ouais, très très dur mentalement. Donc franchement, c'est une expérience que je ne voudrais jamais refaire de ma vie. Je l'ai fait, j'ai tout donné, parce que quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Donc du coup, pendant ces 2 ans de prépa, j'ai vraiment tout donné, et je sais que j'aurais jamais pu donner plus que ce que j'ai donné. J'ai vraiment tout fait au max, donc faire une troisième année, en fait, ça m'aurait rien apporté de plus, parce que j'avais déjà tout donné. J'avais rien en réserve, en fait, pour une troisième année, en fait. Enfin, ça m'aurait rien apporté de plus de faire 1 an de plus de prépa, à part complètement m'enfoncer dans le trou. Parce que, ouais, j'avais tout donné en termes de travail. J'avais jamais autant travaillé de ma vie. Et ça n'a pas suffi parce que j'ai eu du coup les écrits. Donc ça, j'étais extrêmement contente et surprise parce que je pensais pas forcément arriver jusque-là et avoir les écrits au concours. Donc j'ai eu les écrits avec des bonnes notes et tout, donc j'étais contente. Mais j'ai pas eu les oraux. Et comme le concours c'est en 2 parties et que les oraux, bah évidemment, c'est la deuxième sélection après les écrits. Et comme j'ai pas eu les oraux, du coup, bah je pouvais pas accéder à une école veto. Donc du coup, j'ai pas eu le concours. J'ai eu que la partie écrit, mais pas les oraux. Et pour moi, voilà, c'était hors de question de faire une troisième année de prépa parce que c'était absolument horrible. Après, il y a des gens qui adorent la prépa, hein, mais moi, j'ai pas du tout adoré la prépa. Donc voilà, du coup, heureusement que je faisais de la musculation à ce moment-là. C'est là où, du coup, quand je suis allée à Lille, c'est là où j'ai commencé la musculation en salle. Parce qu'avant, je m'entraînais un peu chez moi, avec poids de corps et petites haltères, etc. dans ma salle. Mais du coup, dans ma salle à manger, hein, pas dans ma salle de sport. Parce que c'était vraiment... Enfin, il n'y avait pas de salle de sport, en fait, autour de chez moi. J'avais pas de voiture et tout, donc c'était très limité. Mais je m'entraînais un petit peu poids de corps, etc. Chez moi, ce qui est mieux que rien. Et ensuite à Lille, du coup, j'ai eu accès à une salle de sport. Et c'est là où j'ai commencé la musculation, on va dire, vraiment sérieusement. Donc du coup, c'est cool, c'est aussi ça qui m'a fait tenir, je pense, et qui m'a permis d'aller au bout de la prépa, parce que c'est extrêmement, extrêmement dur mentalement. Et du coup, aller à la salle, ça me permettait de vraiment relâcher pas mal de tension, parce que je me donnais déjà à fond à l'époque. Et voilà, je pense que ça m'a fait aussi beaucoup de bien d'avoir fait de la musculation pendant cette période-là. Donc ensuite, vu que je n'avais pas eu mon concours, en fait, ça, je le savais, entre guillemets, déjà à l'avance parce que je suis pas du tout j'étais pas du tout une élève excellente, surtout en maths, physique. Toutes ces matières-là, c'est pas mon truc. Alors bio, j'adore. Bio, je suis bonne en bio. Mais maths et physique, c'est vraiment pas mon truc. Tout ce qui est maths, c'est pas du tout mon truc du tout, du tout, du tout. Du coup, en fait, j'étais déjà prête mentalement à ne pas avoir le concours. Déjà, le fait d'avoir les écrits, c'était une grosse surprise pour moi parce que je pensais même pas avoir les écrits. Mais du coup, voilà, j'étais prête en fait à ne pas avoir le concours, donc je regardais un petit peu les autres opportunités qu'ils pouvaient avoir pour faire une école veto. Et il s'est avéré que en première année de prépa, il y avait une fille de ma classe qui elle, en fait, était partie au milieu de la première année. Elle avait arrêté la prépa et était partie ensuite en Roumanie pour faire ses études, veto, directement. Parce qu'elle en pouvait plus de la prépa, pourtant c'était une bonne élève, mais elle en pouvait plus non plus de la prépa, enfin, c'était très dur pour elle, et du coup elle a choisi d'arrêter ça, et de partir directement à l'étranger pour entrer en école vétérinaire, sans avoir à passer par la prépa et toute la sélection qu'il y a en France. Et du coup, moi, au milieu de ma deuxième année, me préparant à ne pas avoir le concours et à chercher d'autres options pour pouvoir faire veto, parce que je voulais vraiment faire veto, je voulais pas abandonner ce métier, enfin je voulais vraiment faire mes études veto et être vétérinaire. Donc vu que je me suis dit en France ça ne va pas être possible, qu'est-ce que je peux faire? Du coup je regardais un petit peu les pays autour où en tant que Français ou en tant qu'étranger on peut aller pour faire nos études. Et il y avait par exemple l'Angleterre, l'Espagne,
il y avait la Suisse, mais la Suisse, je crois que c'est que en allemand les études, donc je ne parle pas du tout allemand, c'était hors de question. Encore espagnol, j'en ai fait un peu au lycée, donc pourquoi pas. Et après, il y avait la Roumanie. Après, il y a peut-être aussi d'autres pays, mais les plus connus, on va dire, pour faire ces études veto. Ah, et j'ai oublié la Belgique. Mais la Belgique, il commençait à être vachement plus sélectif par rapport aux Français, parce que justement, énormément de Français allaient en Belgique, et ça enlevait des places pour les Belges. Donc, il commençait à être beaucoup, beaucoup plus sélectif, et c'était de plus en plus dur, en fait, de pouvoir, en tant que Français, aller en Belgique. C'était pas autant ouvert que ça a pu l'être à partir d'un moment. Donc, ouais, du coup... Je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'ai comme option? L'Angleterre, c'est extrêmement cher. C'est à peu près 10 000 euros par an. Et voilà, et sachant qu'il y a quand même 5 ans, 6 ans d'études, c'est beaucoup trop. J'ai une famille avec des moyens modestes. Enfin, on est dans la moyenne, on n'est pas non plus hyper riche. Donc, c'était pas du tout possible. L'Espagne, c'était 14 000 euros. Donc, encore moins possible, clairement. Et après, du coup, Suisse, non, parce que je ne parle pas allemand. Belgique, ça m'attirait pas forcément. Et en termes de sélection, c'était pas forcément donné en fait. Enfin, c'était pas du tout ouvert. Et du coup, j'avais peu de chances de pouvoir y aller. Et ensuite, il y avait la Roumanie. Et je me suis dit, bah tiens, cette fille qui est dans ma classe, je vais lui demander un petit peu comment ça se passe, ce qu'elle en pense, etc. pour avoir un peu de retour là-dessus. Et du coup, elle m'a dit qu'elle adorait ses études, qu'elle adorait sa vie ici et que tout se passait extrêmement bien. Donc du coup, ça m'a fait vraiment considérer la Roumanie. Et je me suis dit, pourquoi pas? Et du coup, j'ai regardé un petit peu les écoles. La plus connue quand moi je cherchais, c'était Cluj. Après, il y en a plusieurs en Roumanie. Hein. Il y a Cluj, Bucarest, Iași, Timișoara. Je crois que c'est tout. Mais du coup, ça fait quand même beaucoup d'écoles où il y a une ligne anglaise ou alors une ligne française. Parce que beaucoup d'étrangers, en fait, ils savent très bien que beaucoup d'étrangers sont attirés par les études vétérinaires, parce que c'est tellement dur dans les pays de l'Europe de l'Ouest, en termes de sélection pour atteindre les écoles, que beaucoup d'étudiants choisissent de partir dans d'autres pays pour faire les études à l'étranger, parce que c'est un moyen de sélection qui est différent et qui est plus accessible. Donc du coup, j'ai regardé pour la Roumanie, en fait, ils prennent juste sur le dossier du lycée. Donc c'est juste selon les notes du lycée. Et du coup, en ayant des bonnes notes, j'avais des très bonnes notes et comme j'ai dit, j'ai eu quasiment 17 au bac en moyenne. Donc ça m'a mis quand même dans le haut du panier. J'étais avec beaucoup de chance d'être prise. Donc ouais, à l'époque, du coup, quand moi je regardais Cluj, c'était, je crois que c'était la seule avec une ligne française. Parce que Bucarest, ils avaient une ligne anglaise, mais pas française, et les autres, c'était que des lignes anglaises aussi. Cluj, ils ont anglais et français, donc c'était la première école à avoir une ligne française. Donc à la base, en fait, je m'étais dit, je vais demander les deux lignes, ligne française et ligne anglaise. Moi, peu importe, les deux me vont parce que j'ai aussi un bon niveau d'anglais. J'avais déjà à la base un bon niveau d'anglais, donc je me suis dit, autant tenter les deux, comme ça, j'ai 2 fois plus de chances d'être acceptée. Et du coup, j'avais envoyé mon dossier à Cluj, en fait, avant de passer le concours en France pour Veto, parce que je me suis dit, je vais jamais avoir le concours, donc au moins, si je l'ai pas, je pars direct en Roumanie, et je perds pas de temps, en fait. Donc, j'avais déjà préparé mon dossier, tout ça, avant de passer mon concours. Avec les écrits du concours, j'étais en mode, ça se trouve que je vais l'avoir en France, en fait. Et finalement, je l'ai pas eu, donc je me suis dit, ciao, ciao Linas, je pars en Roumanie. Du coup, je suis partie en Roumanie. Ça a fait un peu flipper ma famille, parce qu'ils se sont dit, la Roumanie et tout, ça craint, c'est vraiment pas top et tout. Ils avaient un petit peu peur. Sachant que du coup, j'avais que 19 ans en fait, et j'étais encore jeune. Mais du coup, moi, ça ne me fait pas peur du tout. Je savais très bien que je voulais faire veto. Et pour moi, c'était la meilleure option pour atteindre ce métier, pour faire le métier de mes rêves. Donc, je n'ai pas du tout eu peur ou quoi pour la Roumanie. J'ai foncé et me voilà ici en Roumanie. Du coup, je suis arrivée avec une valise et mon chat. Et voilà, j'ai commencé ma vie en Roumanie. Et écoutez, ça se passe très très bien. Je me sens très bien ici. Depuis, j'ai mon chien aussi. Et je me sens extrêmement bien. Là, c'est ma 5e année. Du coup, ça fait 5 ans que je suis en Roumanie. C'est un pays qui est vraiment cool. Moi, sur plein d'aspects, les gens sont adorables. Très, très ouverts d'esprit, très accueillants, très gentils, toujours là à vouloir aider. Très bienveillants. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas forcément en France et je trouve ça vraiment dommage. Et ouais, ils sont très très ouverts, hyper, hyper gentils. Enfin, moi, j'ai beaucoup d'amis roumains
et hongrois aussi, avec qui ça se passe extrêmement bien. Je parle un petit peu roumain, ça reste quand même limité, enfin je suis pas bilingue du tout. Je peux avoir des conversations en roumain, je peux comprendre pas mal le roumain, mais voilà, ça s'arrête là, ça va pas hyper long non plus. Après, généralement, en fait, je parle en anglais parce que ça me permet de vraiment... Enfin, avec mes amis en tout cas, je parle en anglais parce que ça me permet de m'exprimer complètement. Alors qu'en roumain, je vais pas forcément hyper bien m'exprimer. Après, parfois pour le fun, je parle juste roumain avec eux. Donc voilà, ils m'apprennent aussi des petits mots roumains. Mais ouais, je sais pas non plus, enfin voilà, je suis pas bilingue, mais je peux quand même parler roumain, me débrouiller sans souci. Et voilà, avec mes amis, je parle anglais, mais sinon, avec les personnes dans la rue ou dans les magasins ou quoi, je parle roumain et ça ne pose pas de problème du tout. Donc voilà, voilà. Et du coup, moi je suis en ligne anglaise à la fac, je ne suis pas en ligne française parce qu'ils m'ont accepté en ligne anglaise. Et moi, ça me va très très bien en fait, parce que en ligne anglaise, moi ça me permet d'apprendre le métier en anglais et du coup de pouvoir aller travailler partout dans le monde comme je veux, parce que je connais tout le vocabulaire, tout en anglais. Et aussi bah, tout ce qui est recherche, etc. euh, tous les bons bouquins, c'est en anglais. Donc je suis très contente d'apprendre en anglais parce que ça m'ouvre en fait énormément de portes et d'opportunités. Et du coup, là, enfin, j'ai fini ma 5e année. Il me reste plus qu'un an parce que c'est 6 ans au total. Donc encore un an et ensuite j'aurai fini mes études et du coup je compte partir en Angleterre. Je pense à Manchester, après on verra. Mais j'ai aucune envie de retourner en France. Le fait d'avoir vécu en Roumanie, ça m'a vraiment, en fait, ça m'a vraiment confrontée à ce qu'il y a autour de la France, enfin, en termes d'état d'esprit, de culture, etc. Et en fait, enfin, ça me donne pas envie de revenir en France parce que je me dis qu'il y a pas mal de trucs que j'apprécie pas forcément en France et j'ai pas forcément envie de retourner vivre en France. Donc, du coup, moi vraiment, ce que j'aimerais, c'est aller en Angleterre. J'adore l'anglais, j'ai appris tout en anglais et du coup, bah, je me suis dit que c'était le meilleur, la meilleure chose que je puisse faire parce que en plus, l'Angleterre, c'est bon, c'est plus dans l'Europe maintenant que le Brexit, mais ça reste quand même dans l'Europe. Euh, donc la culture n'est pas non plus trop différente par rapport, par exemple, à l'Australie ou aux États-Unis. Et surtout, c'est beaucoup plus accessible pour moi avec un diplôme européen. Là, je peux aller travailler directement en Angleterre. Il n'y a pas d'équivalence à avoir ou quoi que ce soit. Alors que aux États-Unis ou en Australie, il faut des équivalences. Ça coûte extrêmement cher, c'est extrêmement galère, c'est très 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 dur d'aller travailler là-bas. Donc du coup, l'Angleterre c'est le meilleur choix en termes de praticité et en termes de moi ce que je recherche pour vivre en fait et pour exercer mon métier. Donc voilà, du coup je pense que j'ai fait le tour pour ce sujet sur mon parcours, mes études, etc. Je pense que là c'était suffisamment détaillé. Donc voilà, là vous savez à peu près tout. C'est parti pour le deuxième sujet. Pourquoi je ne suis plus Nati? Alors tout simplement parce que mes objectifs ne sont pas atteignables naturellement. Déjà il faut savoir que pendant 7 ans, j'ai été Nati. Hein. Pendant 7 ans de ma vie, je me suis entraînée, j'ai mangé, j'ai vécu le bodybuilding lifestyle Nati, donc sans absolument rien prendre en termes de substance. Donc ouais, 7 ans à faire tout hyper sérieusement. Depuis mes tout débuts, j'ai toujours cherché à faire tout le mieux possible. Donc par exemple à l'entraînement, avoir le meilleur programme possible, meilleure technique possible, bien respecter ma diète et tout. Donc vraiment j'ai tout testé, on va dire, naturellement. J'ai fait plein de choses, j'ai fait des cuts, j'ai fait des prises de masse, j'ai fait plein de choses. J'ai transformé mon physique naturellement et j'ai fait énormément de progrès naturellement et j'en suis très contente. J'ai très très bien progressé naturellement et j'ai vraiment appris à connaître mon corps extrêmement bien sans rien prendre. Donc voilà, et ma prep évidemment, la prep que j'ai faite du coup l'hiver 2021, je l'ai fait nati, hein. J'étais absolument nati, je n'ai absolument rien pris, donc c'est juste moi, le déficit calorique, le temps et le dur travail. Donc voilà, j'ai fini extrêmement sèche, j'ai fini avec des stries aux fesses, genre j'avais vraiment plus du tout de gras sur mon corps et ça je l'ai fait absolument naturellement, c'est-à-dire sans prendre de substances anabolisantes ou de fat burner, donc brûleurs de graisse, etc. J'ai absolument rien pris. Mais du coup, après 7 ans de musculation nati, tout en étant vraiment, enfin c'est 7 ans
sérieusement. Parce qu'il y a des gens qui font, oui, ça fait 7 ans que je fais de la musculation, mais en fait, ils sont vraiment sérieux avec un bon programme, une bonne diète, etc. Tout bien géré depuis genre 1 an ou 2, ou alors avec par intermittence. Non, moi, c'était vraiment 7 ans complètement à bien faire tout comme il faut en fait, enfin en tout cas au mieux, et avoir un bon programme, à me donner à fond l'entraînement, à être bien avec ma diète, etc. Donc c'est vraiment ouais, 7 ans de qualité on va dire, euh, où j'ai vraiment bien progressé et amené mon physique à un point qui est je pense plutôt avancé, euh, en tout cas par rapport à moi, ma génétique, mes capacités. Donc ça, j'en suis très contente. Je suis très contente aussi d'avoir fait ma prep naturellement parce que je voulais absolument faire une prep nati, monter sur scène nati. C'était un truc que je voulais parce que je voulais d'abord en fait apprendre à connaître mon corps et apprendre à faire une prep et à voir comment mon corps réagit naturellement. Par contre, ça fait déjà un petit bout de temps que je pensais à potentiellement sauter le pas et ne plus être nati. Parce que mes objectifs, comme je l'ai dit, ne sont pas atteignables naturellement. Les physiques qui m'inspirent, c'est des physiques d'IFBB Pro, c'est pas des physiques d'athlètes naturels. Donc, le physique que je cherche à avoir, c'est pas un physique que je peux avoir sans prendre de substances anabolisantes ou autres substances qui permettent d'atteindre ce physique. Euh, et le truc, c'est que, enfin, je fais pas de la musculation juste comme ça en mode loisir. La musculation, c'est vraiment important pour moi, je le prends très sérieusement. Je fais des compétitions, je suis une athlète, je suis coach. Donc c'est une énorme partie de ma vie en fait. Et j'ai vraiment envie de pousser ça le plus loin possible, tout en le faisant bien. Tout en le faisant bien, tout en essayant d'être la plus, on va dire, saine possible, de garder ma santé le plus possible et surtout de garder ma féminité pardon, le plus possible. Donc du coup, c'est vraiment mon approche en fait, c'est vraiment de faire les choses au mieux, oui, d'être assistée par certains produits dopants, mais de le faire le mieux possible. Donc du coup, avant de faire quoi que ce soit, je me suis énormément renseignée, j'ai beaucoup appris, parce que je ne voulais pas commencer à utiliser quoi que ce soit sans avoir appris comment bien le gérer. Surtout en étant une femme, c'est vraiment délicat en fait d'utiliser tout ça. Ça peut avoir des effets vraiment importants, pas forcément sur l'aspect santé, mais sur l'aspect physique et sur la féminité. Donc du coup, je voulais vraiment faire les choses comme il faut. Et en fait, je me suis dit, avant de commencer quoi que ce soit, il faut que je connaisse tout parfaitement. En tout cas, suffisamment pour pouvoir me gérer toute seule et savoir ce que je fais et le faire le mieux possible. Donc du coup, pendant des mois, j'ai appris énormément de choses. Il faut savoir que tout ce qui est ressources en termes d'informations, de contenu sur les substances, les produits dopants dans le bodybuilding, il n'y a rien. Clairement en France, faut forcément se tourner vers des ressources en anglais. Soit ça vient d'Angleterre, soit ça vient d'Amérique. Mais du coup, là-bas, vu que la culture du bodybuilding c'est beaucoup plus développé qu'ici, il y a énormément, beaucoup plus de contenu, d'informations et surtout de bonnes informations de qualité. Surtout dernièrement, franchement, c'est beaucoup plus accessible, des informations de qualité par des personnes qui s'y connaissent vraiment et qui s'appuient aussi sur la science. Et c'est vraiment des choses qui ont une approche beaucoup plus, comment je pourrais dire, qui vont vraiment éviter les problèmes de santé le plus possible et qui vont permettre de ne pas être aussi extrême que ça a pu l'être dans le passé et ne pas faire n'importe quoi en fait. Donc du coup, il y a beaucoup de contenu qui est j'ai les mots en anglais, qui est disponible. Qui est disponible et du coup ça permet vraiment d'apprendre plein de choses si on le veut et surtout si on parle anglais parce que si on parle pas anglais c'est vraiment difficile d'avoir ces infos là parce que en France il n'y a rien du tout. Donc malheureusement tout est un peu qu'en anglais, mais j'ai appris du coup énormément d'informations, de choses. Mes connaissances ont vraiment beaucoup progressé là-dessus, sur ce sujet-là. J'ai vraiment fait que ça pendant plusieurs mois. J'ai suivi des formations, formations américaines là-dessus, qui du coup donnent énormément de contenu, beaucoup de cours sur les produits dopants, comment utiliser les dosages, hommes, femmes, etc., etc. Donc vraiment j'ai énormément appris. Et ensuite, du coup après plusieurs mois à avoir vraiment acquis de bonnes connaissances dans le domaine, je me suis dit ok, là ça peut être potentiellement le moment
de me lancer et du coup de commencer à utiliser des substances anabolisantes, mais vu que je me connais et que je suis du genre à, quand je fais quelque chose, le faire à fond, je me suis dit que j'allais quand même avoir, on va dire, des personnes sur lesquelles je peux compter pour me donner un avis objectif, des personnes qui sont compétentes, qui sont coachs, qui coachent des femmes, euh, pour voilà, me donner leur avis sur ce que je fais, savoir si c'est bien, s'il y a des choses à modifier, certaines considérations à avoir. Donc, du coup, je me suis entourée aussi de personnes sur lesquelles je peux compter pour justement demander un petit feedback, savoir si ça va ce que je fais ou pas. Euh, pour justement être sûr que je fais vraiment les choses au mieux. Donc, c'est-à-dire choisir les bonnes substances, choisir les doses qui sont pas complètement folles, donc des doses qui sont relativement faibles, donc la dose minimale qui va être effective, et ensuite partir de là et augmenter si besoin par la suite. Euh, et ouais, vraiment choisir les bonnes substances parce qu'en étant une femme, c'est complètement différent que pour les hommes. Et moi, ce que je veux vraiment essayer de faire, c'est garder ma féminité le plus possible. Parce que le problème, c'est que quand on est une femme et qu'on utilise des produits dopants, souvent, enfin, le premier facteur, ça va être tout ce qui est masculinisation, virilisation, donc c'est-à-dire la voix qui va devenir beaucoup plus grave, une voix cassée, une voix grave. Euh, Potentiellement des poils au niveau du visage, des poils plus drus comme de la barbe, pousse des poils en général. Ça peut être aussi le clitoris qui va devenir plus long qu'il l'est normalement. Euh, Ça peut être de l'acné aussi, ça peut être plein de choses. Le visage qui va changer, qui aura plus des caractéristiques masculines. Il y a plein de choses qui peuvent arriver et ça c'est permanent. Donc la voix qui change, tout ça c'est vraiment des choses qui restent en fait. Et j'ai pas envie d'avoir une voix grave, d'avoir une voix complètement changée, une voix qui n'est plus ma voix de base toute ma vie, juste pour le bodybuilding en fait. Donc du coup j'essaye de faire vraiment les choses au mieux pour garder ma féminité. Et du coup bien choisir ce que je fais et vraiment bien faire attention au niveau de mon exposition aux substances, au niveau de la dose utilisée et au niveau du choix des substances. Donc voilà, je fais rien d'extrême, c'est pour ça que mon physique n'a pas eu un changement de malade, clairement, parce que je ne fais pas des choses complètement folles. Je veux vraiment utiliser en fait le moins possible pour avoir des résultats et augmenter que quand c'est vraiment nécessaire et le faire bien en fait. Donc du coup je ne suis plus Nati depuis janvier. J'ai commencé en fait tout simplement avec TRT, donc Testosterone Replacement Therapy. Donc en gros c'est juste augmenter mes niveaux naturels de testostérone parce que naturellement ma testostérone est extrêmement basse. Donc du coup j'ai juste augmenté un petit peu mes niveaux de testostérone tout en restant dans la tranche physiologique, hein. Je suis dans la tranche normale en termes de concentration de testostérone dans le sang. Je fais des prises de sang régulièrement pour checker tout ça parce qu'avec la testostérone il ne faut pas être au-dessus de la normale parce que sinon c'est vraiment hyper androgène et du coup c'est là où on va développer beaucoup de caractéristiques masculines. Donc moi je check vraiment tout ça et du coup ma testostérone est toujours dans la norme. Je suis juste, en fait, au lieu d'être dans la norme basse, je suis dans la norme haute. Donc j'ai optimisé mes niveaux hormonaux en termes de testostérone. C'est optimisé, mais c'est toujours dans la normale. Je ne suis pas au-dessus de la normale. Donc du coup, là, il n'y a aucun risque de virilisation, mais c'est quand même optimisé. C'est-à-dire que là, j'ai à peu près triplé mes niveaux de testostérone, tout en restant dans la normale, en fait. Mais je me sens juste beaucoup mieux. Je me sens beaucoup plus énergie, de meilleure humeur. Je me sens vraiment plus motivée, plus à fond à la salle. Mon entraînement progresse beaucoup plus. Je gagne en force plus facilement. Mon développement musculaire aussi, évidemment. Donc voilà, du coup, j'ai fait ça en fait pendant plusieurs mois. Et après, j'ai fait juste un cycle de 6 semaines. Il n'y a pas longtemps. Mais voilà, rien de fou hein, en termes de dosage, en termes de substance, rien de fou. Parce que, comme je l'ai dit, je ne veux pas perdre ma féminité. Donc voilà, du coup, je vais pas forcément détailler ce que je prends. En tout cas, pas maintenant, parce que j'ai pas envie en fait que tout simplement certaines personnes écoutent ce podcast et se disent je dois prendre pareil, parce qu'on est tous complètement différents. On a tous des objectifs différents, un corps qui réagit différemment. Et j'ai pas du tout envie
de dire allez utiliser des substances anaboliques, enfin non en fait, je vais jamais dire à quelqu'un qu'il faut qu'il fasse ça, absolument pas. C'est vraiment le choix de chacun. Il faut savoir que ce n'est pas légal, il faut savoir que c'est pas anodin, c'est pas juste prendre une petite pilule comme ça, non en fait, enfin, ça a des effets sur le corps qui sont pour certains irréversibles. Et il faut vraiment bien réfléchir avant de se lancer parce que ça a des répercussions qui sont relativement importantes. Donc il faut vraiment bien réfléchir à tout ça et avoir fait plusieurs années sérieusement de musculation naturellement avant de penser à utiliser quelconque substance. Donc voilà, là c'est un autre sujet encore plus... où je pourrais aller parler pendant des heures. Mais là, du coup, pour la question pourquoi je ne suis plus nati, tout simplement parce que j'ai fait 7 ans de musculation sérieusement à un bon niveau, que mes objectifs en termes de physique à atteindre, c'est pas des objectifs qui sont atteignables naturellement. Moi, c'est l'objectif IFBB Pro Figure. Donc, si vous regardez un petit peu les athlètes qui sont dans ces catégories, à ce niveau-là, vous allez tout de suite voir que ces physiques ne sont pas atteignables naturellement. Donc voilà, ayant ces objectifs-là, sachant que le bodybuilding, c'est une grosse part de ma vie en tant qu'athlète, en tant que coach, j'ai vraiment envie de pousser le sport plus loin, d'atteindre un niveau que je ne peux pas atteindre malheureusement naturellement. Si je pouvais l'atteindre naturellement, je resterais nati, clairement. Mais là, c'est un physique qui n'est pas atteignable naturellement, donc voilà, du coup j'ai envie de pousser le niveau un peu plus et du coup de ne plus être naturel, mais le faire le mieux possible. C'est-à-dire bien choisir les substances que j'utilise, les doses utilisées et ma durée d'exposition à ces doses et ces substances. Donc voilà, du coup j'en parlerai évidemment dans mon podcast pour plusieurs différents sujets autour des substances, etc. Ça sera aussi sur mon autre chaîne, mon autre podcast en anglais. Donc si vous parlez anglais, allez écouter aussi ce podcast parce qu'il y aura pas mal de choses là-dessus avec des invités aussi qui sont vraiment hyper calés sur le domaine. Donc si vous avez envie d'apprendre un petit peu plus, vous pouvez aussi aller écouter le podcast en anglais, mais évidemment je ferai aussi des podcasts informatifs sur ces sujets-là ici. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour le deuxième sujet. Et le troisième sujet, ça va être quand est-ce que je vais refaire des compétitions. Donc du coup... évidemment, je vais pas faire des compétitions naturellement maintenant parce que je ne suis plus nati, donc hors de question de faire des compétitions naturelles. Ça, c'est aussi un petit message pour ceux qui le font. Je trouve ça absolument nul de prendre des substances et d'aller faire des compétitions qui sont censées être naturelles. Si tu n'es plus naturel, tu ne fais pas de compétition naturelle. Point final. Mais du coup, je vais faire des compétitions quand j'aurai le physique qui sera suffisamment avancé, qui sera suffisamment au point pour monter sur scène en tant qu'athlète figure. Parce que du coup, évidemment, je vais faire mes compétitions en NPC, donc une fédération amateur qui est non testée. Donc, quasiment tous les athlètes utilisent des substances. Et du coup, le physique, le physique qui vaut, on va dire, le coup d'être sur scène pour cette fédération-là, pour ces compétitions-là, c'est un physique qui requiert énormément de masse musculaire et un taux de sèche très élevé. Donc moi, la sèche, c'est pas un souci. J'étais très très sèche quand j'ai fait mes compètes et quand je suis montée sur les scènes NPC, parce que j'ai fait 2 compétitions NPC. Mais en termes de masse musculaire, clairement, j'en manque énormément par rapport aux athlètes figures, et surtout par rapport aux pros. Donc voilà, moi, mon but, en fait, c'est d'avoir un physique qui est digne d'une figure pro. Et pourquoi pas d'avoir une pro card, ça serait cool. Mais voilà, du coup, je veux atteindre un physique qui est beaucoup beaucoup plus musclé, beaucoup plus de masse. Et du coup, ça prend du temps. Construire du muscle prend beaucoup de temps. Donc du coup, je pense que je vais pas faire de compète avant 2024, sachant en plus que là, ça va être ma dernière année d'études vétérinaires. Donc, je vais avoir beaucoup de choses qui vont se passer. J'ai ma thèse à faire, je vais avoir un examen final à faire. Et ensuite, j'ai aussi recherché un boulot, déménager, etc. Donc, c'est pas du tout le moment de faire une prep. Clairement pas. Donc voilà, du coup, je ne ferai pas de prep avant 2024. Donc voilà, ça me laisse pas mal de temps pour prendre en masse musculaire, pour gagner en masse musculaire.
Donc ouais, ça me laisse à peu près 2 ans pour vraiment bien bien construire tout ça et avoir un physique digne de ce nom. Donc voilà, pour le moment je suis évidemment prise de masse. Après je vais faire quelques petites sèches par-ci par-là, tout simplement pour ne pas prendre non plus trop de gras. Donc pour on va dire dégraisser un peu la bête entre deux prises de masse. Donc je vais pas faire non plus 2 ans purement et simplement de prise de masse, hein. Il va y avoir quelques petites périodes de déficit calorique. Mais la majorité du temps, ça sera en prise de masse et le but, c'est vraiment de construire un maximum de masse musculaire pour avoir vraiment un physique qui est digne d'une figure pro. Donc voilà, pas de compète avant un bout de temps, mais c'est parce que c'est nécessaire en fait pour vraiment amener mon physique à un tout autre niveau. Euh, et ça requiert du temps. Donc en plus, faut se dire qu'une prep, ça prend plusieurs mois, ça prend 6, 8 mois, même peut-être parfois plus. Donc c'est beaucoup de mois pendant lesquels on est en déficit calorique, pendant lesquels du coup, mentalement et physiquement, c'est pas du tout optimal. Surtout en fin de prep, c'est très très dur. Donc il faut que les conditions de ma vie soient alignées, on va dire, avec la prep. Et que du coup, je sois dans des conditions qui soient pas stressantes, où je peux vraiment me permettre en fait de faire ma prep à 100%. Parce que si je fais ma prep mais qu'à 60%, ça vaut pas du tout le coup. Donc, euh, donc voilà, du coup, pas de prep avant 2024. Mais j'ai vraiment hâte de remonter sur scène et d'avoir un tout autre physique. Donc là, en fait, dès que je vais à la salle, dès que je m'entraîne, je suis en mode, là, je forge un physique qui va être un tout autre niveau. Et actuellement, c'est un peu dur de voir quoi que ce soit parce que j'ai du gras qui recouvre tous mes muscles. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, du coup, en dégraissant un peu tout ça et voir le fruit de mon travail. Ça va être tout pour cet épisode. Je pense que je suis allée suffisamment en détail sur tous les sujets. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Et écoutez, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.